Vous avez été assez gentil si vous l'avez remarqué, mais dans ma dernière vidéo, je suis parti à rire quand je me suis regardé parce que sur ma table, assez souvent, je suis porté à pianoter. Certains savent que je joue du piano, certains savent que mon frère gagne sa vie à jouer des claviers comme musicien professionnel. Alors peut-être que c'est une déformation. En tout cas, je rigolais à me regarder, puis si vous l'avez remarqué, puis ça vous a fait rire, ben, je suis bien content. Puis on est rendu à un moment de la semaine où justement ça tombe bien que je sois un peu plus détendu. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me chipote, c'est quelque chose que je trouve déplaisant. Ces espèces de fausses obligations qu'on croit devoir se donner si on veut être un photographe professionnel. Si on veut faire comme un pro, voici ce qu'on est supposé de faire. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à commenter. Je viens juste de le dire, le propre de la chaîne, le propre du blog que je tiens depuis une dizaine d'années, c'est d'essayer de vous libérer des obligations. Les « il faut que ». Il faut absolument ci, il faut absolument ça, ça passe impérativement par la règle de ou des trucs du genre. Je tiens vraiment à ce qu'on s'éloigne de ces éléments-là. C'est correct de les avoir à l'esprit. Ça peut être des points de repère, mais de là à en faire des obligations, la photographie, c'est une source de créativité, c'est l'expression de votre intérieur. Moi, dans le fond, ce à quoi je souscris, vous le retrouvez dans l'entête, si vous voulez, du blog, c'est ma règle des tiers est la suivante, vision, émotion, moment. Ça, c'est ça ma règle des tiers. Ça n'a rien à voir avec l'autre règle au niveau de la composition. Ma règle des tiers, c'est ça. Vision, émotion, moment. C'est ça à quoi je souscris. Et là-dedans, vous n'entendez pas à ce moment-là l'obligation de et ce et ce. Donc aujourd'hui, il se dégage encore et encore des espèces de fausses obligations que auxquelles les gens peuvent vouloir souscrire. Si on veut devenir un professionnel, il faut que. Il y en a 3 qui circulent. Il y en a une qui est une grande classique, mais aujourd'hui, je veux donc vous donner ma perspective sur ces 3 espèces de fausses obligations, si jamais vous songez à plonger vers des contrats à ce moment-là au niveau professionnel. Je considère que quand on fait des jobs professionnels, quand on fait des boulots professionnels, lorsqu'on est embauché pour faire des choses, il n'y a que 2 obligations. La première, c'est prenez les moyens que vous voulez, trouvez la façon qui vous convient le plus, mais au bout du compte, vous devez sortir de votre contrat avec soit des photos comme ça vous a été demandé, ou soit des vidéos comme ça vous a été demandé. Malgré les conditions dans lesquelles vous allez opérer, malgré la situation dans laquelle on vous présente, malgré le contexte physique dans lequel vous allez devoir opérer, malgré les circonstances qui vont survenir, votre obligation, et la seule et unique, c'est de produire des photos ou une vidéo. Et la deuxième, idéalement, à la très grande satisfaction du client qui vous confie ce boulot-là. Si vous êtes unique maître à bord, c'est-à-dire que vous faites des photos pour vous-même et pour être vendu éventuellement à une clientèle, tant mieux, votre regard et votre obligation et votre temporalité est celle que vous déterminez. Mais pour le reste, les deux vraies obligations qu'on a lorsqu'on fait un boulot de façon professionnelle, c'est 1, avoir un résultat et 2, avoir un résultat qui satisfait au client qui nous l'a demandé. Première fausse obligation, c'est un classique, mais les gens pensent encore que si on veut être un pro, il faut absolument qu'on ait tel type d'équipement. On n'arrête pas de le dire, vous êtes capable de faire de la très bonne photo avec n'importe quel équipement photo. C'est fou combien les équipements photographiques d'aujourd'hui sont performants, sont extraordinaires, nous permettent de travailler facilement. Alors c'est vraiment merveilleux, c'est un temps qui n'a jamais été aussi riche, si vous voulez, en potentiel au niveau des équipements photographiques. Alors ça, c'est extrêmement formidable. Mais cette espèce d'obligation-là, fausse, très fausse, que si on est un pro, à ce moment-là,
faut absolument qu'on ait, par exemple, un boîtier plein capteur. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si vos clients vous embauchent parce que vous avez tel type d'équipement plutôt que tel type d'équipement, grand Dieu du ciel, vos clients sont très, très bien informés. Si je reviens tantôt à mon pianotage là, auquel je parlais, puis si je fais référence à mon frère, par exemple, qui est un musicien professionnel, ben je pense pas qu'il ait jamais été embauché par des gens qui lui disaient « Est-ce que tu travailles avec telle marque de clavier plutôt que telle marque de clavier? » Parce que moi, je travaille juste avec des gens qui ont telle marque de clavier. Il va me dire, s'il était assis à côté de moi, il dit « Non, ça ne m'arrive jamais. » Ce que les gens me demandent, c'est « Je cherche tel type de son. » Moi, ma musique, c'est tel genre de musique. Est-ce que tu es capable de m'accompagner dans ce type de musique-là? Par exemple. Ou si j'ai besoin de recréer tel son, est-ce que tu es en mesure de produire tel son? Ça, c'est plus les obligations qu'on va lui formuler. Mais on ne viendra pas lui dire « Ah, moi, je travaille juste avec des gens qui ont des boîtiers plein capteurs. » À ce moment-là, les gens qui travaillent en Fuji ne seront jamais embauchés. Or, vous savez très bien qu'il y a des portraitistes qui sont Fuji, il y a du très beau la belle photo paysage faite avec, je dis Fuji, comme je pourrais mentionner plein d'autres manufacturiers qui n'ont pas encore de boîtier plein capteur, puis ça n'empêche pas des professionnels de travailler avec ces équipements-là avec petits capteurs, je vous dirais. Alors, il n'y a absolument aucune obligation de ce côté-là, du point de vue du matériel, d'être absolument obligé, à moins vraiment qu'on est dans le paraître, et ça c'est peut-être le piège dans lequel on pourrait basculer, mais il n'y a absolument aucune obligation d'aller vers le domaine du plein capteur. Et autre exemple, lorsque je fais du foot ou que je fais du sport et que je travaillais par exemple avec ma 7D, petit capteur, et que je mettais mon objectif 70-200, bien, grâce aux multiples du petit capteur, vous le savez, au niveau de Canon, par exemple, c'est x 1.6, au niveau de Nikon, c'est x 1.5, etc. Bien, grâce au petit capteur, moi, avec mon 70-200, bien, à ce moment-là, la portée maximale devenait 320. La distance focale était de 320 mm. Dès que j'ai mis ma 70-200 sur mon plein capteur, je suis revenu dans le registre du 70 à 200 mm. Je venais de perdre énormément de portée. Est-ce que j'étais gagnant? Pas du tout. Alors voilà pourquoi c'est une fausse obligation de dire qu'il faut absolument qu'on ait plein d'équipements et surtout tel type d'équipement parce que les pros ont tel type d'équipement. C'est absolument faux. La deuxième fausse obligation est un peu apparue sur l'écran radar cet été. D'ailleurs, c'est un petit peu en provenance de quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, Anthony Morganti. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui apprécient, tout comme moi, d'ailleurs, le travail qu'il fait au niveau de sa chaîne YouTube qui porte sur la retouche photo. Ce gars-là est une usine à vidéo, mais c'est fait de façon très qualitative. Alors, j'apprécie sa démarche. Par contre, cet été, il y a eu une vidéo où est-ce qu'il venait nous dire qu'il était en discussion avec certains de ses collègues photographes professionnels. Et dans la discussion, il s'avère que ces gens-là disaient, nous, quand on fait nos retouches, on ne touche jamais, par exemple, dans les curseurs de Lightroom ou d'autres logiciels photo, on ne touche jamais à la vibrance et on ne touche jamais à la saturation. On préfère faire des retouches de couleurs localisées. Sans doute, oui, avec, par exemple, les panneaux ou les volets teinte, saturation, luminance et d'autres éléments qui sont à ce moment-là également de type localisé. Lorsqu'on a des réflexions comme ça, et là, à ce moment-là, ça peut s'imprimer dans notre esprit pour dire « Oh, des gens qui sont dans le domaine des retoucheurs professionnels ou encore des photographes professionnels ne touchent jamais dans leur retouche photo à la vibrance et à la saturation. » Ce qui est embêtant un tout petit peu dans ce type d'énoncé-là et qui peut s'imprimer comme étant une obligation ou dans les meilleures pratiques, le petit bout qui, malheureusement, c'est qu'on ne connaît pas l'autre bout de la phrase. En fait, ces gens-là, qui sont professionnels, est-ce qu'ils sont, par exemple, dans le domaine paysage? Ou encore, est-ce qu'ils sont dans le domaine du portrait? Lorsqu'on est dans ce genre de... Lorsqu'on est, par exemple, dans la photo paysage, bien, vous le savez, les gens qui font de la photo paysage, à ce moment-là, vont prendre des photos et ont le loisir, souvent, et vont beaucoup bichonner leurs photos.
Ils vont prendre le temps de la sculpter, de la travailler énormément parce qu'on est dans le fin détail. Et surtout pour ceux qui destinent ça au marché fine art, donc à la vente en ligne, par exemple, ou encore à la vente au niveau de très grands formats où chaque détail compte. Je pense à quelqu'un qui fait un travail extraordinaire, Philippe Saint-Claudy, par exemple, du côté de la France, qui fait un excellent boulot. Donc, on voit que chacune des photos qui sont produites et versées et affichées, si vous voulez, ont été travaillées de façon extrêmement minutieuse. Alors, voilà pourquoi, lorsque c'est le cas, on peut comprendre que ces gens-là, à ce moment-là, ne travaillent pas avec des curseurs qui viennent souvent affecter l'ensemble d'une photo, mais vont travailler de façon beaucoup plus localisée. Ça se comprend à ce moment-là. Mais prenez d'autres photographes professionnels. Par exemple, on sort d'un contrat de mariage, 600 à 800 photos. Et surtout qu'on s'attend en soirée à avoir une présentation des 35 meilleures photos, je vous dirais, sous la forme d'un diaporama. Il faut une certaine réactivité. Prenez un contrat de foot que je fais, où est-ce que je sors de là encore là avec 500 à 600 photos et les joueurs espèrent bien avoir les photos dans les médias sociaux rapidement, quelques heures après le match. Comme ça, déjà, ils peuvent commencer à partager, et puis etc., puis à faire de la promotion autour du prochain match, etc., ou des trucs du genre. Je pourrais faire de la retouche localisée sur une photo, puis là, espérer que la lumière est restée pareille, que tout ça est resté pareil, puis appliquer les mêmes réglages à ce moment-là sur un ensemble de photos, ou fonctionner par série, si vous voulez. On peut essayer de faire ça. Mais le temps compte. Le temps court. Prenez les curseurs que vous voulez, trouvez la façon que vous voulez, travaillez à partir de pré-réglages, mais bref, tombez pas dans l'absolu que parce que je suis un pro, jamais je ne devrais pas utiliser tel curseur, tel curseur. Vous avez une obligation de résultat, vous n'avez pas une obligation de moyens. Alors prenez les moyens qu'il faut, mais à ce moment-là, ne vous empêchez pas d'avoir recours à certains outils parce qu'en principe, on n'est pas supposé de le faire. La troisième fausse obligation qui circule, bien, c'est le fait que les pros travaillent de façon manuelle, en mode manuel. Je ne parle pas de faire de la mise au point, mais je parle vraiment à ce moment-là du mode qui va nous permettre de régler les ISO individuellement, de régler la vitesse et puis l'ouverture de façon individuelle. Comme ça, on a un meilleur contrôle. Evan Raft, un photographe fort sympathique à Atlanta, dont j'aime bien suivre la chaîne, a fait une vidéo un peu plus tôt cet été en disant que en voulant toujours essayer de travailler, surtout au niveau de la photo de rue en mode manuel, bien, ça lui a fait rater plus d'occasions que d'en réussir. En fait, ça lui a fait rater plus de bonnes photos qu'il a réussi à en faire. Et puis, dorénavant, il s'éloigne à ce moment-là de ce type de mode de captation-là. Il ne s'agit pas de renier complètement l'un au dépend de l'autre ou des trucs du genre. Il s'agit de s'éloigner de l'obligation, dans le fond, de travailler en mode manuel si on est un pro. Vous le savez, selon le type de photo que vous allez faire. Si vous êtes un photographe paysage et que les conditions sont relativement stables à ce moment-là, bien sûr, le mode manuel, c'est parfait, on a le temps, le sujet ne se sauve pas, les éléments sont stables, on a la capacité et le loisir relativement, à ce moment-là, faire les ajustements qui sont nécessaires. On est en photo sportive, bien, je vous dirais que moi, quand je suis en photo sportive, puis que par là, c'est quel type d'éclairage et que je me tourne par là, puis que c'en est un autre, puis que le jeu s'est déplacé très, très, très rapidement de ce côté-là, oubliez ça, là, je ne travaillerai pas en mode manuel. Là. Puis, de toute façon, vous avez toute la liberté, tout le loisir de choisir le mode qui vous convient, selon les circonstances et selon le type de sujet que vous allez faire. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment pas un absolu là, de dire que parce que vous voulez faire les choses de façon pro, il faut y aller en mode manuel. Tant mieux si ça vous convient, tant mieux si le type de photo que vous voulez faire, ça vous convient, et vous faites de la photo en studio, par exemple, un portrait, des trucs du genre. Encore là, justement, on a le loisir, effectivement, de pouvoir faire les ajustements qu'on veut. Mais ça peut très bien convenir pour ça. Mais si on est dans d'autres types de photos où est-ce que la réactivité elle est extrêmement importante et puis qu'il y a une certaine volatilité, je vous dirais, au niveau des conditions, bien, priorité ouverture, priorité vitesse. Et encore là, comme je l'ai déjà indiqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si on veut faire de la photo de rue, assez souvent, je n'hésite pas à me tourner vers le mode programme parce que je privilégie la réactivité de l'appareil plutôt que moi commencer à être pris dans mes réglages et puis que je vais manquer des opportunités photo.
Alors voilà donc une troisième fausse obligation. J'ai bien hâte de vous lire au sujet de tout ce que je vous ai apporté aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. J'espère que vous allez vous abonner et j'espère aussi que vous allez commenter. Au plaisir, à la prochaine.